La fille du PDG millionnaire n'a pas pu marcher pendant des années. Puis un pauvre fermier a murmuré, « Laisse-moi essayer. » Et tout a changé. Elle a essayé. Elle a fait de son mieux. Et puis elle s'est effondrée. La voix d'un père s'est étranglée de chagrin. J'ai le monde entier, mais je ne peux pas donner à ma fille les jambes pour se relever. Lucas Thorne s'est arrêté au milieu de son cou. La hache qu'il tenait à la main flottait dans les airs juste au-dessus de la bûche avant de la laisser retomber doucement à ses côtés. Ses yeux se sont assombris lorsque le nom a résonné dans le bruissement des feuilles de sa ferme tranquille. « Ava » a-t-il murmuré. Ici, entouré du parfum du cèdre et du doux bourdonnement des cigales, Lucas s'était taillé une vie silencieuse, loin du monde qu'il connaissait autrefois. Des années auparavant, il avait été une étoile montante en neurologie, le plus jeune chercheur à remporter le prix national de l'innovation en neurothérapie réflexe. Ses travaux sur la stimulation neurale tactile étaient en cours d'examen pour un financement national. Mais le génie ne pouvait sauver une vie. Pas la seule opération de sa sœur, ni sa seule erreur irréversible. Son dernier souffle avait non seulement mis fin à sa vie, mais brisé la sienne. Il avait abandonné, disparu et tourné le dos à tout. Une seule personne savait encore qui avait été Lucas Thorne, Maria Kendall, l'infirmière qui avait partagé des manuels d'anatomie avec lui 10 ans plus tôt et qui se tenait désormais chaque jour au chevet d'Ava Sinclair. Elle avait vu l'esprit de la jeune fille s'étioler sous le poids stérile des promesses non tenues des meilleurs médecins du pays. Elle avait aussi vu, récemment, Lucas aider un garçon de ferme boiteux à traverser un champ de foin, avec pour seul appareil orthopédique. Il avait taillé à la main. Maria n'avait pas dit grand-chose, juste assez pour donner à un père en deuil une dernière lueur d'espoir. Elle le savait mieux que quiconque. Lucas ne guérissait pas avec des machines ou des médicaments. Il guérissait par le silence, la patience et ses mains. Jonathan Sinclair, PDG de l'une des plus grandes institutions financières de l'État, n'avait pas dormi depuis des semaines. Il avait lu et relu les dossiers des alcooliques anonymes. 4 neurologues, 6 mois de thérapie intensive. Plus rien, juste des murmures maintenant. Des murmures qu'elle ne remarcherait plus jamais. Mais un murmure de Maria changea quelque chose en lui. Ainsi, un matin brumeux, une élégante Mercedes noire s'arrêta sur le long chemin de gravier menant à la ferme de Lucas. Les pneus crissèrent lentement, presque avec hésitation, jusqu'à ce que la voiture s'immobilise près d'une pile de bois de chauffage. La portière s'ouvrit et Jonathan en sortit, l'air complètement déplacé dans son costume sur mesure et ses chaussures cirées. Lucas, la chemise trempée de sueur, les mains rugueuses et calleuses, resta silencieux à l'approche de l'homme. Dans les mains tremblantes de Jonathan, se trouvait une épaisse enveloppe. « Je n'ai pas besoin d'un médecin, » dit doucement le PDG, sa voix presque perdue dans le vent. « J'ai besoin de quelqu'un qui puisse croire quand les autres s'en vont. » Lucas prit l'enveloppe, hésita, puis la lui rendit. « Je ne suis pas médecin, » dit-il en essuyant la sueur de ses paumes. « Je sais, » répondit Jonathan sans broncher. « Mais vous avez aidé un garçon en qui personne ne croyait. Vous avez vu quelque chose que nous autres avons manqué. » Lucas détourna le regard. C'était différent. Vraiment? Jonathan ouvrit l'enveloppe et en sortit une unique photo. Il l'attendit, non pas pour supplier, mais doucement, comme un homme qui dépose le dernier morceau d'un cœur brisé dans la main d'un autre. La photo représentait une jeune fille, blonde, les yeux brillants, debout sur un rebord rocheux, riant au vent. Elle portait un foulard rouge, les bras grands ouverts comme des ailes. Son regard était plein de vie. Lucas fixa l'image un long moment. Il y vit de l'intelligence, de la force, une fille qui avait goûté à la liberté et qui vivait maintenant à genoux et à cris silencieux. Il déglutit difficilement. Sa main se serrant autour de la lanière de cuir usé de sa sacoche à outils. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était à peine plus qu'un souffle. « Laisse-moi essayer. » Il leva les yeux. Le vent lui allait les cheveux, et pour la première fois depuis des années, il y eut du feu dans ses yeux. « Je vais essayer. Non pas parce que je crois au miracle, » dit-il d'une voix plus calme. « Mais parce que j'étais autrefois comme elle, j'ai tout perdu. Et si j'ai pu me relever, c'est uniquement parce que quelqu'un a choisi d'y croire quand j'avais abandonné. » Il se retourna et marcha vers la grange, où de vieux outils et des blocs de bois attendaient dans la pénombre. Derrière lui, Jonathan Sinclair, figé, regardait l'homme qui venait de devenir la dernière chance de sa fille disparaître dans la brume matinale dorée. Le domaine Sinclair se dressait tel une forteresse de marbre, magnifique, immaculée et totalement dénuée de chaleur.
Lucas descendit du modeste pick-up et s'arrêta un instant devant le portail en fer, admirant l'immense demeure. C'était un lieu construit pour impressionner, non pour guérir. Une infirmière l'accueillit à la porte. Sa voix était douce, ses yeux rivés sur lui. Elle était assombrie par la fatigue. Elle sait que tu viens. Elle ne veut voir personne. Lucas hocha la tête une fois. Il ne dit rien et la suivit à travers des couloirs scintillants emplis de silence. Des œuvres d'art coûteuses ornaient les murs. Chaque surface scintillait. Et pourtant, tout cela avait un poids vide. Un luxe sans vie. Ils s'arrêtèrent devant une lourde porte. L'infirmière hésita. Elle n'avait pas parlé depuis 3 mois. Ni à moi, ni au médecin, ni même à son père. Lucas jeta un coup d'œil à la porte. Je ne suis pas là pour forcer quoi que ce soit. Il tourna doucement la poignée, ouvrant la porte juste assez pour se glisser à l'intérieur. La pièce était baignée de lumière, mais semblait parfaitement immobile. Ava était assise dans un fauteuil roulant à haut dossier près de la fenêtre, le visage à moitié détourné, une couverture enroulée autour de ses jambes. Ses cheveux blonds étaient ternes et ses épaules affaissées comme quelqu'un qui aurait oublié comment porter son propre poids. Elle ne le regarda pas. Lucas ne dit rien. Il se contenta de se diriger vers la petite table à côté de son lit, fouilla dans sa sacoche et y déposa un petit bloc de cèdre lisse et une fine feuille de papier. Il taillait le bois poli au couteau. Puis, sans un mot, il se retourna et sortit. Plus tard dans la soirée, Ava fixa le bloc de bois. Elle effleura brièvement le couteau, puis retira sa main. « Je n'ai pas besoin de jouets, murmura-t-elle. Plus que quiconque dans cette pièce vide. » Le lendemain matin, le bloc et le couteau étaient toujours là. Elle ne les avait pas jetés. Dehors, Lucas travaillait dans le jardin derrière la propriété, ses mains se déplaçant lentement sur un morceau de bois flotté. Il sculptait des formes simples, des vagues, des arbres, des plumes, chaque trait étant réfléchi, méditatif. Il ne regardait jamais par la fenêtre, mais Ava l'observait depuis l'ombre de sa chambre. Elle le regardait travailler chaque matin et jusqu'en début de soirée, sans jamais lui parler, sans jamais lui répondre. Mais quelque chose dans son immobilité la troublait. Les jours passèrent. Elle commença à écrire sur des bouts de papier, des questions brèves et hésitantes. Pourquoi sculptez-vous? À quoi bon? Elle les laissait sur la table quand l'infirmière ne regardait pas. Lucas ne répondait jamais par des mots. Il laissait plutôt de petits dessins en guise de réponse. Un jour, il laissa une sculpture représentant une main tendue à travers des racines emmêlées. Un autre jour, un oiseau solitaire se percha sur une branche cassée. Chaque image répondait plus que n'importe quelle explication. Il devait dire quelque chose. Non, c'était ça. Au début, son silence, sa patience l'agacèrent, mais cela tira aussi sur quelque chose qu'elle avait profondément enfoui, la curiosité. Puis, une nuit, le silence se rompit. La poitrine d'Ava se serra soudainement, violemment. Ses muscles se tendirent et se tordirent sans prévenir. Sa respiration devint courte, haletante et paniquée. L'infirmière se précipita à l'intérieur, tâtonnant avec son téléphone, criant à l'aide. Mais Ava ne l'entendit pas. La pièce tournoya, sa vision se brouilla. Puis une main ferme saisit la sienne. « Regardez-moi, » dit Lucas, accroupi près de sa chaise, d'une voix basse mais pressante. Inspirez. 1, 2, 3, expirez 4, 5. Les grands yeux d'Ava croisèrent les siens, terrifiés. Mais elle le suivit. Elle n'avait pas le choix. Sa voix, rythmée et douce, coupa le chaos comme un fil qui la tirait en arrière. Son corps se calma lentement. Ses spasmes s'atténuèrent. Elle s'affaissa, épuisée, tremblante. Un instant, elle posa la tête sur son épaule. Sa voix, lorsqu'elle parvint enfin à se faire entendre, était à peine audible. « Comment savais-tu quoi faire ?» Lucas resta silencieux un instant. Puis, à voix basse, il répondit, « Ma sœur avait des crises comme ça avant de mourir. » Il ne donna pas de détails. Il n'en avait pas besoin. Ava ne répondit pas, mais sa main resta dans la sienne un instant de plus avant de se dégager. Ce soir-là, de nouveau seule, elle ramassa le bloc de cèdre. Elle le tint longtemps. Puis elle le posa délicatement sur ses genoux. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose remuer, non pas dans ses jambes, mais dans son esprit. Un souvenir, une possibilité, quelque chose de plus que de la douleur, quelque chose comme un souffle.
Il n'y avait pas de lit d'hôpital, pas de machine qui bipait, pas de parquet ciré. La thérapie de Lucas commençait non pas par des dossiers médicaux, mais par la terre. Chaque matin, il emmenait Ava dans le jardin derrière la propriété. L'air sentait l'herbe et la terre humide. Ses pieds nus touchaient l'herbe mouillée. Ses mains s'enfonçaient dans le sable chaud. Il déposa des glands dans ses paumes, des feuilles contre ses joues, et fit glisser ses doigts sur l'écorce rugueuse du chêne. Il ne s'agit pas de marcher, lui dit-il un jour. Il s'agit de se rappeler que tu ressens encore quelque chose. Le corps d'Ava bougeait à contre-cœur. Ses mains étaient faibles, ses jambes engourdies. Mais peu à peu, ses sens se réveillèrent. Elle ferma les yeux pour sentir le soleil sur sa peau. Elle huma l'odeur du cèdre. Elle rit même doucement lorsque Lucas lui laissa tomber un verre dans la main et qu'il se tortilla dans sa paume. Sous le chêne, ils s'entraînèrent à des mouvements simples. Lucas l'aida à serrer les doigts autour d'une pierre, puis à les rouvrir encore et encore. Simple mais épuisant. Un jour, Lucas lui tendit un morceau de bois lisse et un petit couteau à découper. « Ce n'est pas forcément parfait, dit-il. Il faut juste que ce soit le tien. »« Je n'ai jamais fait ça, dit-elle. Il sourit. Ça rend les choses plus faciles. Sa prise tremblait, mais elle essaya. Lentement, elle sculpta la forme d'une feuille. Chaque trait lui prit des minutes. Vers la fin, sa main glissa. La lame coupa trop profondément, fendant la feuille en son centre. Elle la fixa du regard. « Bien sûr, murmura-t-elle amèrement. Je gâche tout. » Furieuse, elle le jeta. Lucas le ramassa. Il passa son pouce le long de la fissure et regarda. Elle la regarda avec calme. « Du bois fissuré n'est pas du bois cassé, dit-il. » Il s'assit à côté d'elle, sortit son couteau et commença à sculpter. De la fissure, il forma un tronc, puis des branches. De l'une d'elles, une fleur. Elle reprit sa place, dit-il en la lui rendant. Ava la serra contre elle. La fissure était toujours là, mais elle faisait désormais partie de quelque chose de vivant. « Ce sera toujours quelque chose, demanda-t-elle. Lucas hocha la tête. « Tout comme toi. » Ses yeux s'emplirent d'une nouvelle lueur. De l'émerveillement. Dès lors, sculpter devint leur rituel. Ils parlèrent peu, mais le silence entre eux s'épaissit. Ava commença à ressentir des picotements dans ses jambes, légers, presque imaginaires. Elle hésita avant de dire à Lucas, « Mes orteils. » J'ai senti quelque chose. Il hocha simplement la tête. C'est ton corps qui se souvient. Un après-midi, elle marqua une pause pendant qu'elle sculptait. Pourquoi crois-tu autant en moi? Lucas posa sa lame. Ma sœur était malade. Elle n'a pas survécu à l'opération. Je n'ai pas pu la sauver, dit-il doucement. Mais avant de mourir, elle ajouta, je sais que tu n'as pas abandonné. Parfois, c'est ce dont les gens ont besoin, quelqu'un qui ne s'en va pas, Ava sourit. Petit, hésitant, mais sincère. Le premier depuis des mois. Puis vint le moment. Lucas versait du thé lorsqu'il entendit une respiration saccadée. Il se retourna et vit Ava figée, les yeux écarquillés. Lucas, murmura-t-elle. Il se précipita. Elle désigna son pied, des larmes coulant sur son visage. Mon orteil, il bougea. Ils le fixèrent tous les deux. Le souffle coupé. Le deuxième orteil de son pied droit tressaillit une seule fois, mais il bougea. C'est moi qui l'ai fait, murmura-t-elle d'une voix brisée. C'est moi. Puis elle s'effondra, riant, pleurant, tremblante. Tu es la première personne qui ne m'a pas regardé comme si j'étais déjà parti. Lucas lui prit la main, les yeux écarquillés. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin, car dans le moindre mouvement, il y avait quelque chose de plus grand que la guérison. Il y avait de l'espoir. Le soleil filtrait à travers les feuilles comme de l'or épars tandis qu'Ava faisait rouler son fauteuil roulant sur l'herbe douce. Lucas attendait près du vieil arbre, comme chaque matin. Un déambulateur en bois à côté de lui, fabriqué à la main avec un rembourrage moelleux et des bords lisses modelés par des heures de soin. Prête, demanda-t-il. Ava hocha la tête. Avec effort, elle posa ses mains sur les côtés du déambulateur. Ses bras tremblaient, son souffle s'arrêta, mais elle se releva. Ses pieds lui semblaient des ancres, lourds et hésitants. Pourtant, lentement, centimètre par centimètre, elle se releva. Son corps tremblait,
mais le sol semblait réel sous elle. Chaque jour, elle répétait le rituel. Lucas ne poussait jamais. Il se tenait simplement à proximité, silencieux, une présence constante. Et chaque jour, les secondes debout s'allongeaient. Ses muscles se mirent à murmurer au lieu de crier. Son équilibre reprenait confiance. Lorsqu'elle ne s'entraînait pas, Ava peignait. Sa main droite manquait encore de contrôle, alors elle utilisait sa main gauche. Les coups de pinceau étaient maladroits, mais son cœur les guidait. Elle peignait de petits moments. La lumière du soleil sur les feuilles, la courbe d'un sourire, la silhouette d'un arbre au crépuscule. Et elle se remit à écrire. Son journal, abandonné depuis longtemps, se remplissait lentement de lettres tremblantes et de lignes irrégulières. Aujourd'hui, je suis resté debout 7 secondes. Lucas ne dit rien, mais j'ai lu la fierté dans ses yeux. J'ai senti le vent sur mon visage. Je ne me sentais pas brisé. Petit à petit, elle s'est laissée parler, d'abord par bribes. Puis par histoire. Un après-midi, à l'ombre du chêne, Ava tenait un morceau d'écorce sur ses genoux, ses doigts caressant son bord. Ma mère m'emmenait ici, dit-elle doucement. C'était son endroit préféré dans le jardin. Elle s'asseyait avec un livre pendant que je dansais dans l'herbe. Lucas la regarda, non pas avec pitié, mais avec une reconnaissance silencieuse. Elle est morte l'année dernière. Un accident vasculaire cérébral soudain. Nous ne nous sommes même pas dit au revoir. Elle inspira profondément. Après cela, tout s'est effondré. J'avais l'impression de porter son chagrin et le mien. Et quand l'accident est arrivé, je pense qu'une partie de moi croyait que je le méritais. Lucas ne répondit pas avec philosophie. Il lui tendit simplement un morceau de bois et commença à sculpter à ses côtés. Leurs outils créaient de légers cliquetis dans le silence. Ce silence, Ava le réalisa, était un refuge. Elle n'était plus seule dans son chagrin. Plus tard dans la semaine, Ava demanda à être emmenée au coin du jardin où sa mère était enterrée. C'était la première fois qu'elle y allait depuis les funérailles. Elle descendit le sentier sinueux en fauteuil roulant, le vent soulevant des mèches de ses cheveux. Lucas resta en arrière, observant à distance respectueuse. Ava déposa une minuscule sculpture en bois représentant une fleur au pied de la pierre tombale. Ses doigts tremblaient en traçant le nom gravé. Ça me manque. Je t'aime, maman. J'essaie vraiment. Le ciel s'est doré tandis que le soleil baissait. Elle est restée assise là un long moment, laissant le silence s'installer autour d'elle comme une couverture. Puis, ce fut la fin de l'après-midi. La lumière peignait les arbres d'une chaude teinte ambrée. Ava s'entraînait à nouveau avec le déambulateur, serrant 2 cannes en bois artisanales que Lucas lui avait offertes. Sa respiration était régulière, son regard fixé. Puis, lentement, presque impossible, elle lâcha le déambulateur. Juste ses cannes, juste son corps. 3 secondes. Elle resta debout 3 secondes entières. Cela aurait aussi bien pu être 3 heures. Invisible, Jonathan Sinclair avait tourné le coin, son téléphone à la main, répondant sans enthousiasme à un appel. Il se figea en la voyant. Les cannes vacillaient. Ses genoux tremblaient, mais elle était debout. Sa fille, que les médecins avaient écartée, se tenait droite, le dos droit, les yeux fixés sur l'horizon. Il laissa tomber le téléphone. « Ava » murmura-t-il. Elle se tourna légèrement, surprise. Puis elle sourit, faible, incertaine, mais rayonnante. « Je deviens plus forte, dit-elle. » Il fit un pas hésitant en avant. Sa voix se brisa. « Tu es debout. » Elle hocha la tête pendant 3 secondes. Il se couvrit la bouche de la main, les yeux embués de larmes. L'homme qui avait bâti un empire, qui avait affronté les conseils d'administration et les tempêtes politiques sans cligner des yeux, fixait maintenant sa fille comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu t'épanouis » murmura-t-il. Ava laissa échapper un rire, essoufflé mais fier. « Je crois, dit-elle. Je crois enfin que je peux. » Tout commença par un murmure, un moment d'intimité qui aurait dû rester dans le calme doré du jardin Sinclair. Ava avait fait 3 pas, aidée par le cadre en bois que Lucas avait fabriqué de ses mains. Le soleil éclairait son visage tandis qu'elle tremblait de détermination, les sourcils froncés, la mâchoire serrée. À leur insu, quelqu'un à proximité avait filmé la scène. En 24 heures, la vidéo était partout. Ava Sinclair repart, lisait la légende. Après des années en fauteuil roulant,
un agriculteur l'aide à déjouer les pronostics. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Partages, mentions, j'aime, commentaires par milliers. Un véritable miracle. Une seconde chance. Qui est l'homme derrière cette guérison? Les grands médias l'ont ensuite reprise. Les gros titres ont crié. Un cadre en bois et un murmure. Comment un agriculteur reclus a redonné espoir à la fille d'un millionnaire? Le travail du bois peut-il guérir la colonne vertébrale? Ses mains qui touchent l'âme avant le corps. Des journalistes ont campé devant la propriété Sinclair. Des producteurs ont proposé de l'argent à Lucas pour participer à des talk-shows. Une prestigieuse organisation médicale l'a invité à intervenir lors d'un colloque international sur les thérapies alternatives. Il a tout décliné. Je n'ai guéri personne, a-t-il déclaré à un journaliste insistant. J'ai aidé une jeune femme à croire à nouveau en ses mains. Mais la simplicité de ces mots n'a fait qu'attiser la frénésie. Les gens voulaient des explications, de la science, des preuves. La réaction a été rapide. Le docteur Léonard Reyes, un neurologue de renom de Johns Hopkins, a publié une tribune cinglante. L'émotion n'est pas un traitement. Romantiser des méthodes non vérifiées crée de faux espoirs. La frontière entre compassion et imprudence ne doit pas être floue. Un journal télévisé spécial aux heures de grande écoute posait la question avec insistance, Lucas Thorne est-il un génie caché ou un maître manipulateur dans un habile coup de pub? La pression s'abattit sur la famille Sinclair. Les réunions devinrent tendues. Les avocats rôdèrent. L'équipe de relations publiques familiales mise en garde contre d'éventuels procès, des problèmes de licence et des préoccupations éthiques. Ava était évoquée comme une marque, comme une responsabilité. Lors d'une réunion particulièrement calme et animée dans le salon, Jonathan Sinclair se tenait face à Lucas. Nous sommes encerclés, dit-il d'une voix tendue. Médias, avocats, médecins. Il ne s'agit plus seulement d'Ava. Je ne peux pas risquer de la laisser devenir un symbole dans une guerre contre la médecine moderne. Lucas ne dit rien. Il hocha lentement la tête, respectueusement. Depuis le couloir, Ava écoutait. Elle n'avait pas eu l'intention d'écouter aux portes, mais lorsqu'elle entendit son nom prononcé comme un problème à résoudre, quelque chose en elle se brisa. Plus tard dans la soirée, les yeux brûlants, elle se dirigea vers le bureau de son père. « Vous les laissez encore décider, dit-elle d'une voix tremblante. Comme après l'accident. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je voulais. Ni à ce moment-là, ni maintenant. Il la regarda, le cœur brisé. Ava, dit-elle en s'éloignant avant qu'il ait pu terminer. Une conférence de presse était prévue quelques jours plus tard. La famille Sinclair espérait qu'elle apaiserait la tempête. Elle se tint au centre médical de la ville, bondée de journalistes, de lumières clignotantes et de professionnels sceptiques. Lucas était assis au dernier rang, la tête baissée, les mains jointes. Son visage était calme, mais fatigué, seul au milieu d'une marée de costumes et de scepticisme. Jonathan monta à l'estrade. « Je tiens à vous remercier tous d'être venus, commença-t-il. Ce voyage a été inattendu. » Avant qu'il puisse continuer, un journaliste se leva. « Monsieur Thorne, demanda la femme d'un ton sec, vous n'avez ni licence médicale, ni certification thérapeutique officielle. Vous avez travaillé avec un mineur sans surveillance médicale. Vous rendez-vous compte des implications? » Le silence emplit la salle. Lucas ne répondit pas. Un autre journaliste intervint, la voix plus dure. « Vendez-vous un rêve sans science, monsieur Thorne? » Lucas leva légèrement les yeux, sans colère, juste ferme. Avant qu'il puisse parler, les portes du fond de la salle s'ouvrirent brusquement. Des halètements parcoururent la foule tandis qu'Ava Sinclair descendait l'allée, ses roues se frayant un chemin à travers la tension. Elle ne s'arrêta qu'une fois arrivée sur scène. « Arrêtez, dit-elle. » Le silence s'abattit sur la salle. Elle se tourna vers la foule, la voix claire, le regard brûlant de clarté. « Cet homme, désigna T.L. du doigt, n'a pas demandé à me soigner. Je lui ai demandé non pas parce que je voulais guérir, mais parce que j'avais besoin que quelqu'un me voie, pas comme un cas, pas comme une statistique, mais comme une personne. » Elle marqua une pause, la voix tremblante d'émotion. « Quand tous les médecins me disaient ce que je ne pouvais pas faire, ils me demandaient une chose, voulez-vous continuer? Cette question m'a sauvé la vie. » Personne ne bougea. Personne ne parla. Puis, lentement, son père se leva. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne cherchait plus à cacher.
Et il se mit à applaudir. Un à un, d'autres les rejoignirent. Les caméras s'abaissaient. Les stylos cessèrent de griffonner. Il ne s'agissait plus de gros titres ni de controverses. Il s'agissait d'une jeune fille qui avait trouvé sa voie et d'un homme qui n'avait jamais eu besoin d'élever la sienne pour tout changer. Lucas croisa le regard d'Ava de l'autre côté de la pièce. Dans ce regard se trouvait tout. Gratitude, fierté, et quelque chose de bien plus profond. Une vérité qui n'avait pas besoin d'être défendue. Le silence revint, mais cette fois, douloureux. Après la conférence de presse, le monde vibra plus fort que jamais. Opinions, invitations, critiques. Cela ne s'arrêta jamais. Lucas, qui n'était pas du genre à courir après l'attention, ressentit le poids de tout cela, non pas pour lui-même, mais pour Ava. Son nom était désormais pris dans une tempête qui n'avait rien à voir avec sa guérison, et cela le terrifiait. Alors il fit ses bagages. Pas de cérémonie, pas d'adieu, juste une matinée tranquille, une lettre pliée sur le rebord de sa fenêtre et une promenade sur le chemin de gravier pour s'éloigner du lotissement. Quand Ava se réveilla, il avait disparu. Elle ne pleura pas. Pas au début. Elle fixa simplement le chêne où il l'attendait chaque matin. Le jardin, autrefois sanctuaire, lui semblait maintenant une pièce vide. Elle cessa de manger, cessa de parler. Son père, impuissant, observait la lumière décliner dans ses yeux. La nuit, elle se tournait et se retournait. La maison lui semblait plus froide, plus grande, plus vide. Un matin, elle se rendit en fauteuil roulant à l'atelier où Lucas sculptait. La poussière avait commencé à retomber, mais l'étagère, son étagère, était encore tapissée de minuscules morceaux de bois, des formes qu'il avait créées et laissées derrière lui. Elle toucha chacun d'eux. Un petit oiseau, une spirale, un cœur fêlé recousu, puis un petit bloc de pain. Dessus, gravé avec soin par Lucas, figuraient 5 mots simples. Chaque cicatrice est une graine. Son souffle se coupa, ses mains tremblaient. Elle emporta le bloc dans sa chambre et le posa sur le rebord de la fenêtre. Puis, sans appeler personne, sans demander de l'aide, elle se leva du lit, glissa ses pieds dans ses appareils orthopédiques, agrippa son déambulateur et se dirigea vers le jardin. Pas à pas, lente et obstinée, elle avança dans l'herbe jusqu'à ce que ses jambes lâchent. Elle s'effondra. Ses paumes raclèrent le chemin de pierre. Ses genoux fléchirent. La douleur lui remonta le long de la colonne vertébrale. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Des pas se ruèrent vers elle. C'était son père. Il se laissa tomber à terre à côté d'elle, la panique dans les yeux. « Je vais bien », murmura-t-elle en essayant de le repousser. « Havre de paix. »« Non », dit-elle, la voix brisée. « Tu n'as pas le droit de parler à ma place. »« Pas cette fois. » Il se figea. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne veux pas le perdre, papa. Je ne veux pas perdre la seule personne qui m'ait jamais vu autrement qu'une fille assise sur une chaise. » Les mains de son père tremblaient tandis qu'il l'aidait à se redresser. « Alors nous le ramènerons. » Quelques jours plus tard, un nouveau panneau apparut au portail du domaine Saint-Clair. Ni en laiton poli, ni gravé dans du verre. C'était du bois, brut, simple. Gravé dessus, il y avait ces mots « J'ai toujours besoin de mon fermier ». Lucas le vit avant tout le reste. Il vivait à nouveau à la lisière de la ville, dans une petite cabane près des bois, travaillant tranquillement, évitant les écrans, évitant les gros titres, évitant l'espoir. Mais ce panneau, tordu, imparfait, beau, le fit Jeannette. Il resta longtemps devant le portail avant qu'il ne s'ouvre. Et Ava était là. Elle se tenait debout, pas parfaitement, pas fermement, mais debout. Ses mains agrippaient les cannes de bois qu'il avait fabriquées. Ses jambes tremblaient sous elle, mais son regard ne la quittait pas. Elle sourit, et son sourire était sincère et sincère. « Tu as oublié de finir un morceau », dit-elle en désignant le panneau d'un signe de tête. Lucas s'approcha. Elle tendit la main, et sa main trouva la sienne. « Il ne s'agissait jamais de guérir », murmura-t-elle. Il s'agissait d'apprendre à vivre à nouveau. Il la prit dans ses bras avec précaution, ses bras stabilisant son corps tremblant, et pour la première fois depuis longtemps, Ava se sentit complètement entière, non pas figée, non guérie, mais vivante. Le monde avait évolué, mais Ava ne faisait que commencer. Chaque matin, elle se réveillait avant le soleil, étirant ses membres qui lui faisaient encore mal, mais ne lui semblaient plus étrangers. Elle marchait lentement, prudemment, avec son cadre en bois, le long de l'allée du jardin,
les extrémités des cannes tapant rythmiquement contre les pierres, un rythme régulier de détermination. Puis vint un éclat de rire. Des enfants, assis dans des chaises et des déambulateurs dépareillés, se rassemblèrent dans un coin ensoleillé du jardin Saint-Clair. Ava s'agenouilla près d'eux. Parfois tremblante encore, parfois ayant besoin d'aide, mais toujours souriante. Son atelier, autrefois un espace de silence et la guérison s'était transformé en quelque chose de plus bruyant, de plus chaleureux, une salle de classe. Ava leur enseignait à sculpter, pas parfaitement, mais de manière significative. Toutes les lignes ne doivent pas nécessairement être droites, expliqua-t-elle à un garçon à qui il manquait 3 doigts. Chaque incision raconte une histoire. Lucas observait de loin, parfois, les mains jointes, le visage doux. Il passait désormais la plupart de ses journées à l'autre bout de la ville, où il s'était associé à un petit hôpital de réadaptation pour construire ce dont il n'avait fait que rêver. Un jardin sensoriel fait de bois, de pierre et de terre. Pas de machines, pas de programme high-tech, juste des bancs sculptés avec précision. Des sentiers conçus pour être parcourus pieds nus. Des balustrades en bois façonnées comme des branches. Un lieu où les patients pouvaient renouer non seulement avec la thérapie, mais aussi avec leurs sens, avec la terre, avec eux-mêmes. Il l'appelait le bosquet. Le soir, Lucas retournait au domaine Saint-Clair, où lui et Ava vivaient dans l'ancienne maison du jardinier, douillette, tranquille, remplie de livres, de sculptures et de tasses de thé inachevées. Il s'asseyait dehors sur la véranda, les lucioles vacillant à travers les haies. Un soir, alors que le ciel tournait la marine et le vent murmurant à travers les arbres, Ava appuya doucement sa tête sur son épaule. Elle resta silencieuse un moment. Puis, d'une voix à peine audible, elle dit. Personne ne croyait que je remarcherais. Le bras de Lucas se resserra légèrement autour d'elle. Il n'avait pas besoin de parler. Ava tourna son visage vers lui, les larmes aux yeux. Sauve-toi. Il la regarda, la voix rauque d'émotion. Ce n'était pas que je croyais en toi, murmura-t-il. C'est que j'avais vu quelque chose. Même toi, tu avais trop peur pour regarder. Ava ferma les yeux. Il n'y avait plus de journalistes, plus de caméras, plus de débats, juste le bruit du vent et le bourdonnement des grillons, juste une fille qui avait cru son histoire terminée, et l'homme qui l'avait aidé à tourner la page. Et dans la douce lueur du soir, l'ordinaire devint une sorte de miracle. 1 an plus tard, le jardin avait changé, mais seulement parce qu'Ava le traversait. Elle n'avait plus besoin du cadre. Pas toujours. Ses pas étaient lents, un peu irréguliers, mais c'étaient les siens. Chacun portait le poids de 1000 avant lui, le poids du doute, de la douleur et de la persévérance. Et chaque fois que son pied touchait le sol, c'était une victoire silencieuse. Elle avait emménagé dans une petite maison en bois à côté de l'atelier de Lucas, un endroit imprégné du parfum du cèdre et du doux bourdonnement des ciseaux sur le bois. Là, elle créait des cadres, des petites sculptures, des souvenirs sculptés qu'elle offrait aux enfants de ses classes. Ses mains, autrefois faibles et hésitantes, s'étaient renforcées et déterminées. C'était une chaude journée de printemps lorsque la famille Saint-Clair s'est réunie pour un pique-nique sous le vieux chêne, à l'endroit même où Ava était tombée. Une fois, elle avait pleuré, une fois, elle s'était levée pour la première fois, les jambes tremblantes. Le jardin était en pleine floraison, des rires flottaient entre les parterres. Ava portait une robe simple, les cheveux attachés par un foulard rouge, le même qu'elle portait sur la photo que Lucas avait vue pour la première fois. Son père était assis sous l'arbre, l'observant avec une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Lucas s'occupait du barbecue, ses mains bougeant avec un calme acquis. Non loin de là, sa jeune nièce la jouait avec des fleurs sauvages qui virevoltaient au soleil. Puis, soudain, elle sautilla vers Ava, tenant quelque chose dans sa petite main. « Oncle Lucas m'a dit de te donner ceci », dit Ella avec un large sourire. Elle ouvrit la paume. C'était une bague délicate, taillée dans de l'écorce polie, enveloppée d'un minuscule fil d'argent. À l'intérieur, gravé dans le bois, figurait l'inscription « L'espoir grandit ici ». Ava Bl cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes de surprise. Avant qu'elle puisse parler, Lucas s'approcha et s'agenouilla devant elle. « Je n'ai pas fait ça pour te guérir, dit-il d'une voix rauque d'émotion. Parce que tu n'as jamais été brisé. Il lui prit la main, les yeux rivés aux siens. Tu n'es pas ce que j'ai réparé. Tu es ce qui m'a ramené à la vie. Veux-tu m'épouser, Ava? Son souffle se coupa. Puis, entre larmes et rire, elle hocha la tête. Tu n'es pas en retard, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Tu es arrivé juste à temps pour parcourir le reste de ce chemin avec moi.
Derrière eux, Jonathan Sinclair se tenait, un verre de limonade à la main, les yeux brillants. Il leva les yeux au ciel avec un doux sourire. Elle a trouvé quelqu'un qui la voit vraiment, murmura-t-il comme s'il parlait à la brise. Tu peux être tranquille maintenant, ma chérie. Notre fille ira très bien. Et dans la lueur dorée du soleil de l'après-midi, entouré de rires, de copeaux de bois et de fleurs sauvages, un chapitre se ferma, non pas sous les applaudissements, mais au rythme tranquille de deux cœurs qui se choisissent. Un pas à la fois. Dans un monde qui se précipite souvent devant les miracles silencieux, il suffit parfois d'un murmure, d'une main tendue dans l'obscurité, d'une personne qui choisit de croire quand tous les autres s'éloignent. Ava n'a pas seulement réappris à marcher. Elle a appris à vivre, à aimer et à renaître des cendres de sa propre peur. Et Lucas, il ne l'a pas seulement aidé à guérir. Il a retrouvé les morceaux manquants de lui-même au passage. Car la guérison ne vient pas toujours à l'hôpital. Parfois, elle pousse dans les jardins, dans le bois sculpté, dans le silence partagé et dans la décision courageuse d'essayer une fois de plus.